Et si, un jour, le fameux rêve américain décidait de faire marche arrière? Pendant plus d'un siècle, les États-Unis ont incarné une destination ultime. Un aimant pour des millions de personnes prêtes à tout quitter, leur pays, leur culture, parfois même leur famille, pour tenter leur chance dans ce qu'on appelait la terre promise. Mais aujourd'hui, quelque chose d'inédit est en train de se produire. Pour la première fois depuis la Grande Dépression des années 1930, la dynamique s'inverse. Il y a désormais plus de personnes qui quittent les États-Unis que de nouveaux arrivants qui s'y installent. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, environ 2,7 millions d'immigrants ont été accueillis. Un an plus tard, ce chiffre chute à 1,3 million, jusqu'à devenir négatif en termes de migration nette. C'est un renversement silencieux, presque ironique. Un pays construit sur des vagues d'immigration voit aujourd'hui émerger une vague de départ. Et attention, on ne parle pas de quelques cas isolés. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui quittent le pays chaque année. Alors une question s'impose. Qui sont ces gens qui partent? Et surtout, pourquoi ce phénomène reste-t-il si peu médiatisé? C'est justement ce qu'on va décrypter ensemble. Ce qui intrigue particulièrement les économistes, ce n'est pas seulement le départ des étrangers. Le plus surprenant, c'est que même les Américains eux-mêmes commencent à faire leurs valises. Et là encore, ce n'est pas une poignée de célébrités ou des cas marginaux. C'est une tendance bien réelle, mesurable. Selon une analyse du Wall Street Journal, rien qu'en 2025, au moins 180 000 Américains se sont installés dans 15 pays différents. À première vue, ce chiffre peut sembler modeste. Mais imaginez un instant, 180 000 personnes réunies, c'est presque l'équivalent de 3 stades de Wembley remplis. Ou une file humaine continue reliant New York à Philadelphie. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En réalité, on estime qu'entre 4 et 9 millions d'Américains vivent aujourd'hui à l'étranger. Une véritable ville mondiale, dispersée aux 4 coins de la planète. Leur choix de destination est d'ailleurs révélateur. Le Portugal, par exemple, a vu sa population américaine exploser de plus de 500% depuis la pandémie. En Espagne, de Barcelone à Valence, les accents américains deviennent monnaie courante dans les cafés. Berlin attire une nouvelle génération de travailleurs à distance, tandis que l'Irlande a accueilli à elle seule 10 000 Américains en 2025. Et derrière ces chiffres, il y a des témoignages qui en disent long. Un expatrié installé à Berlin résumait la situation avec une simplicité désarmante. Oui, les salaires sont plus élevés aux États-Unis, mais la vie en Europe est plus facile à gérer. Une phrase simple, mais lourde de sens. Car en réalité, beaucoup ne partent pas par rejet. Ils ne fuient pas leur pays. Ils cherchent simplement un autre rythme. Moins de pression. Moins de stress. Moins cette sensation permanente de courir sans jamais s'arrêter. Certains le disent même avec humour. Le rêve américain existe toujours, mais parfois, il se trouve ailleurs. Et ce qui rend ce phénomène encore plus fascinant, c'est le profil de ceux qui partent. Ce ne sont pas les ultra-riches. Ce ne sont pas des élites déconnectées. Ce sont des familles, des salariés, des travailleurs en plein milieu de leur carrière. Des gens ordinaires, en somme. Alors forcément, une autre question émerge. Si ce ne sont pas les privilégiés, qui quittent réellement les États-Unis? Et surtout, qu'est-ce qui les pousse à prendre une décision aussi radicale? Car quand on creuse un peu, on découvre qu'il y a une force discrète, presque invisible, qui pousse ces départs. Et tout commence par une interrogation très simple. Est-ce qu'on peut encore vivre correctement ici? Autrefois, quand on parlait d'un Américain qui s'installait à l'étranger, on imaginait des profils bien précis. Un scientifique dans un laboratoire européen, un entrepreneur fortuné au bord de la Méditerranée, ou un aventurier en mode nomade digital. Bref, des cas à part. Mais aujourd'hui, la réalité est totalement différente. La majorité de ceux qui partent sont des gens comme vous et moi. Des jeunes parents, des employés de bureau, des professionnels en pleine carrière. Et les signaux sont clairs. Des entreprises comme Expatsy observent une explosion des demandes d'informations pour s'installer à l'étranger. Lors d'un simple webinaire sur l'Albanie, près de 400 Américains se sont inscrits en une seule session. Imaginez la scène, 400 personnes connectées, non pas pour rêver de voyage, mais pour envisager concrètement de quitter leur pays. La fondatrice d'Expatsy, Jen Barnett, résume parfaitement ce basculement. Avant, ceux qui partaient étaient exceptionnels. Aujourd'hui, ce sont des gens ordinaires. Et cette phrase change tout. Car partir n'est plus un luxe ou une aventure exotique. Pour beaucoup, c'est devenu une décision pragmatique. Pas pour explorer le monde, mais pour trouver une vie plus respirable. Certains choisissent le Portugal, d'autres l'Espagne. D'autres encore optent pour des destinations inattendues comme l'Albanie ou le Costa Rica. Et le plus frappant, c'est que la plupart ne fuient ni guerre, ni catastrophe, ni crise majeure.
Ils se posent simplement une question très basique. Existe-t-il un endroit où vivre est plus simple? Et parfois, la réponse est oui. Ce qui surprend le plus, finalement, c'est que cette vague n'est pas celle des élites. C'est celle des gens ordinaires. Ceux qui pensaient passer toute leur vie aux États-Unis. Il y a là une forme d'ironie. Un pays longtemps vu comme une terre d'opportunités voit aujourd'hui ses propres habitants chercher ces opportunités ailleurs. Et cela nous amène à une réflexion encore plus profonde. Si ce n'est ni l'aventure, ni la crise, qu'est-ce qui pousse réellement des familles entières à tourner le dos au rêve américain? Au fond, tout commence souvent par un chiffre que tout le monde connaît, mais que peu de gens regardent vraiment en face, le coût de la vie. Soyons clairs. Les États-Unis restent la première puissance économique mondiale. Une machine impressionnante, portée par la technologie, l'innovation et des revenus globalement élevés. Sur le papier, tout semble solide. Mais dans la réalité quotidienne, pour beaucoup, vivre là-bas ressemble de plus en plus à une course, sans ligne d'arrivée. On travaille plus, on gagne plus, mais les dépenses suivent exactement le même rythme. Prenons un exemple très concret. En à peine 5 ans, les prix de l'immobilier ont grimpé de plus de 40%. Dit comme ça paraît abstrait. Mais imaginez, une maison achetée 300 000 $ il y a quelques années peut aujourd'hui valoir 420 000 $. Rien que la différence pourrait suffire à acheter un logement entier dans certains pays. Et ça, ce n'est que le début. Les frais de santé, par exemple, sont parmi les plus élevés au monde. Une simple urgence peut parfois coûter l'équivalent d'un mois de salaire. L'éducation, même combat. Les frais universitaires peuvent être 3 à 5 fois plus élevés qu'en Europe. Un ami résumait ça avec une pointe d'humour. Aux États-Unis, tu dois prévoir un budget pour ta vie, et un autre pour attraper la grippe. C'est drôle, oui, mais seulement en apparence. Maintenant, changeons de perspective. Au Portugal, une famille peut vivre correctement avec 2000 à 2500 $ par mois. En Albanie, autour de 1000 $ suffisent pour une vie confortable. Pendant ce temps, dans de nombreuses grandes villes américaines, il faut entre 4000 et 6000 $ mensuels, juste pour couvrir l'essentiel. Pas pour vivre dans le luxe. Juste pour vivre. Et ça pousse forcément à réfléchir. Un Américain installé en Europe a résumé son choix de façon très simple. Je gagne moins, mais je dors mieux. Et c'est peut-être là que tout se joue. Beaucoup ne cherchent pas forcément à quitter les États-Unis. Mais une question commence à s'installer doucement dans les esprits. Est-ce que la vie ne pourrait pas être plus simple ailleurs? Un café à prix raisonnable. Un logement qui ne vous engage pas sur 30 ans de dette. Un système de santé qui ne vous fait pas hésiter avant de consulter. Il y a presque une ironie dans tout ça. Le rêve américain a longtemps été vendu au monde entier. Aujourd'hui, certains semblent simplement chercher une bonne nuit de sommeil. Mais attention, le coût de la vie n'explique pas tout. Derrière cette vague de départ, il existe un autre facteur, plus discret, mais souvent décisif, surtout pour les familles. Une phrase circule beaucoup sur Internet ces dernières années. Un père écrivait simplement « En Europe, mon enfant n'a pas besoin de s'entraîner à se cacher en cas de danger à l'école. » Dit comme ça semble anodin. Mais quand on est parent, cette phrase résonne différemment. Dans de nombreuses écoles américaines, les enfants participent régulièrement à des exercices de sécurité. Lumières éteintes, portes verrouillées, silence total, cachés sous les bureaux, des simulations pour se préparer au pire. Maintenant, imaginez ça du point de vue d'un enfant de 5 ou 6 ans. Certains parents racontent que le déclic ne vient pas d'une information à la télévision, mais d'une question posée à la maison. Si ça arrive vraiment, je fais quoi? Et ça, c'est une question à laquelle beaucoup ne veulent pas répondre. Bien sûr, aucun pays n'est parfait. Chaque société a ses défis. Mais ce qui fatigue certaines familles, c'est cette impression que certains risques sont devenus normaux. Un Américain installé à Berlin l'exprimait ainsi « Je gagne moins ici. Mais au moins, je n'ai pas à penser à ce genre de choses en permanence. » Tout le monde ne partage pas ce point de vue, évidemment. Beaucoup restent convaincus que les États-Unis sont un excellent endroit pour élever des enfants. Et ils ont sans doute leurs raisons. Mais pour d'autres, la réflexion est plus simple. S'il existe un endroit où mon enfant peut se sentir plus en sécurité, pourquoi ne pas essayer? Il y a là un retournement assez fascinant. Au XXe siècle, des millions de personnes quittaient leur pays pour venir aux États-Unis, en quête de sécurité et d'opportunités. Aujourd'hui, certains Américains font le chemin inverse, pour exactement les mêmes raisons. Mais si on prend un peu de recul, cette histoire dépasse largement les choix individuels. Les économistes, eux, regardent un tableau beaucoup plus vaste. Et une question commence à les inquiéter sérieusement. Que se passe-t-il quand un pays attire de moins en moins et voit de plus en plus de gens partir? Car il y a une réalité qu'on oublie souvent.
La puissance économique américaine ne repose pas uniquement sur la technologie, les ressources ou les marchés financiers. Elle repose avant tout sur les gens. Depuis plus d'un siècle, une grande partie de cette énergie vient de l'immigration. Imaginez l'économie comme un immense moteur. Il y a plusieurs pièces, les entreprises, l'innovation, les investissements. Mais les immigrants ont toujours été l'un des pistons essentiels. Les chiffres le confirment. Environ 80% des immigrés sont en âge de travailler. Ils représentent près de 19% de la main-d'œuvre américaine, soit environ 33 millions de personnes. C'est presque la population entière d'un grand État comme le Texas. Et ils sont présents partout, dans la construction, la santé, la restauration, la technologie, la recherche. Mais surtout, ils contribuent. En 2023, les immigrés ont payé plus de 650 milliards de dollars d'impôts. Une somme colossale, capable de financer des milliers d'écoles ou de soutenir de nombreux programmes publics. Sur le long terme, certaines études estiment même qu'ils ont généré plus de 14 500 milliards de dollars de surplus fiscal. Autrement dit, ils apportent plus au système qu'ils ne lui coûtent. Ce qui change complètement la perspective. On débat souvent de ce que l'immigration prend. Mais peut-être que la vraie question est, qu'est-ce qu'elle permet de faire fonctionner ? Et c'est là que l'inquiétude grandit. Si ce flux diminue fortement, le moteur risque de ralentir. Moins de travailleurs, moins de contribuables, moins d'entrepreneurs. Ce n'est pas immédiat. Mais comme toute machine complexe, enlever des pièces finit par affecter les performances. Alors la vraie question n'est pas de savoir si l'économie américaine est encore puissante, elle l'est. La vraie question, c'est, peut-elle continuer à croître au même rythme ? D'autant plus que certaines politiques récentes semblent aller dans le sens d'un ralentissement de l'immigration. Et cela nous amène à un point clé. Pourquoi ce flux vers les États-Unis est-il en train de ralentir, précisément au moment où l'économie pourrait en avoir le plus besoin ? Quand on analyse les données récentes, un facteur revient systématiquement, la politique migratoire. Pas un débat télévisé. Pas une question idéologique. Mais des décisions très concrètes. Des visas plus difficiles à obtenir, des programmes d'immigration réduits, des contrôles renforcés. Officiellement, l'objectif est simple, mieux gérer les entrées. Mais dans les faits, les effets sont plus complexes. Selon les données du département de la sécurité intérieure, environ 675 000 personnes ont été expulsées l'an dernier, et près de 2,2 millions sont partis volontairement. Pour visualiser, 2,2 millions de personnes, c'est l'équivalent de dizaines de stades remplis à craquer. Et les économistes observent une tendance claire. Le flux migratoire net vers les États-Unis a chuté d'environ 80% par rapport à la moyenne historique. 80%, c'est énorme. Dans une entreprise, perdre 80% de ses clients, c'est une crise. À l'échelle d'un pays, cela peut marquer un tournant. Certains commentateurs ont même donné un nom un peu ironique à ce phénomène, le Donald Dash. L'idée est simple. Autrefois, les gens affluaient vers les États-Unis. Aujourd'hui, une partie du flux repart dans l'autre sens. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Certains estiment qu'un contrôle plus strict est nécessaire. D'autres craignent que cela affaiblisse la compétitivité du pays. Le débat reste ouvert. Mais une chose est certaine, quand les règles changent, les comportements suivent. Certains attendent. D'autres restent. Et beaucoup choisissent de partir. Et lorsque ces départs deviennent massifs, une question plus profonde émerge. Pas une question politique, mais économique. Si moins de personnes entrent et que davantage sortent, quel sera l'impact sur la première économie mondiale ? Une partie de la réponse se cache dans un chiffre vertigineux, 38 800 milliards de dollars. La dette nationale américaine. Un montant si colossal qu'il en devient presque abstrait. Pour donner une idée, si vous dépensiez 1 million de dollars par jour, il vous faudrait plus de 100 000 ans pour atteindre cette somme. C'est dire l'échelle. Et là encore, les économistes raisonnent en termes simples. Une économie fonctionne grâce à un équilibre. Des gens qui travaillent, des gens qui paient des impôts et des services publics financés. Tant que le nombre de contributeurs est suffisant, le système tient. Mais si la population active diminue, l'équation change. Certaines études montrent que sans l'apport des immigrés au fil des décennies, le ratio dette-PIB des États-Unis aurait pu atteindre près de 200%. Aujourd'hui, il tourne autour de 120%, ce qui montre à quel point ce facteur est central. Et à ce stade, une nouvelle interrogation se dessine. Si cette dynamique continue, à quoi ressemblera vraiment l'avenir économique des États-Unis ? Le niveau de dette reste élevé, c'est vrai, mais on est encore loin d'une situation critique comme celle qu'ont connue certains pays. Alors une question se pose naturellement. Quel est le lien entre immigration et dette ? En réalité, c'est plus simple qu'on ne l'imagine.
La majorité des immigrés arrivent en âge de travailler. Ils entrent dans le marché de l'emploi, génèrent des revenus, paient des impôts pendant des années. En quelque sorte, ils viennent alimenter directement la machine économique. Plus il y a de travailleurs, plus il y a de contribuables, et donc plus de ressources pour l'État. Dans les débats publics, on entend souvent « que prennent-ils au système ?» Mais de plus en plus d'économistes posent la question inverse. Sans eux, qui financerait ce système? D'autant plus que les États-Unis font face à une autre réalité, plus silencieuse mais tout aussi importante, la baisse du taux de natalité. Moins de naissances aujourd'hui, c'est moins d'actifs demain. Et donc, potentiellement, moins de personnes pour soutenir l'économie dans 20 ou 30 ans. C'est pour ça que de nombreux experts parlent de l'immigration comme d'un moteur fiscal. Pas une solution miracle, mais une source d'énergie essentielle pour maintenir l'équilibre. Et à partir du moment où ce flux commence à ralentir, ou même à s'inverser, l'enjeu dépasse largement la question migratoire. On entre dans une problématique beaucoup plus large, celle de l'avenir économique. Ce qui nous amène à une interrogation encore plus stratégique. Si de plus en plus de personnes quittent les États-Unis, et que d'autres pays commencent à les attirer, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une nouvelle forme de compétition mondiale? Une compétition pour attirer et retenir les talents. Au XXe siècle, la règle était simple. Pour réussir, il fallait aller en Amérique. Pour construire une carrière, pour repartir de zéro, pour saisir une opportunité, la direction était claire. Les États-Unis agissaient comme un immense aimant. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Ce n'est plus un seul pays qui attire. C'est le monde entier qui entre en concurrence. Regardez ce qui se passe. Le Portugal propose des visas spécialement conçus pour les travailleurs à distance, permettant de s'installer légalement pendant plusieurs années. L'Espagne suit la même logique avec ses programmes pour nomades digitaux. Dubaï multiplie les avantages fiscaux et les visas pour freelance. Et des pays comme l'Irlande, l'Allemagne ou la Grèce assouplissent leurs politiques pour attirer les talents internationaux. Autrefois, les nations rivalisaient avec leurs ressources, leur puissance militaire ou leur marché. Aujourd'hui, la vraie bataille porte sur un élément bien plus stratégique, les personnes. Avant, on parlait de fuite des cerveaux. Aujourd'hui, certains pays ouvrent grand leurs portes pour capter cette énergie. Et ce qui accélère tout ça, c'est la technologie. Un développeur, un designer, un consultant peut aujourd'hui travailler pour une entreprise à New York tout en vivant à Lisbonne. Participer à une réunion avec un client à San Francisco depuis un café à Barcelone. Autrement dit, le lieu de travail et le lieu de vie ne sont plus forcément liés. Et ça, c'est un bouleversement majeur. Parce que quand les gens ont le choix, ils comparent. Le coût de la vie, la qualité du quotidien, les opportunités, tout passe au crible. Et parfois, le verdict les pousse à partir ailleurs. D'ailleurs, posez-vous la question. Si vous pouviez travailler depuis n'importe où dans le monde, vous choisiriez quoi? Une grande ville chère, mais pleine d'opportunités? Ou un endroit plus calme, plus accessible, avec une meilleure qualité de vie? Cette simple réflexion est en train de redessiner la carte des migrations à l'échelle mondiale. Et elle nous amène à une dernière grande question. Dans ce nouveau contexte, les États-Unis peuvent-ils encore rester la destination numéro 1? Pendant plus d'un siècle, la trajectoire était claire. Si le monde était une boussole, l'aiguille pointait souvent vers l'Amérique. Des dizaines de millions de personnes y sont allées pour étudier, travailler, recommencer leur vie. Hier, c'était Ellis Island. Aujourd'hui, ce sont les grands aéroports internationaux. Mais le paysage évolue doucement. Ce n'est pas un effondrement, pas un choc brutal, plutôt une marée qui se retire lentement. L'immigration a fortement ralenti ces dernières années. Certains Américains partent, et la population vieillit plus rapidement. Ce n'est pas le signe d'un pays faible. C'est peut-être simplement le signe d'un monde qui change. Pendant longtemps, les États-Unis ressemblaient à un bar toujours plein, où tout le monde voulait entrer. Aujourd'hui, l'endroit reste animé, mais certains habitués commencent à aller voir ailleurs. Alors la vraie question n'est pas de savoir si les États-Unis sont encore puissants. Ils le sont. Leur économie reste gigantesque. Leurs entreprises technologiques dominent toujours. Leurs universités figurent parmi les meilleures du monde. La question est plus subtile. Est-ce toujours le premier choix, ou simplement une option parmi d'autres? Parce qu'aujourd'hui, les individus n'ont jamais eu autant de liberté. On peut travailler pour une entreprise à New York, lancer un projet à Berlin, et vivre dans un autre pays. La compétition entre les nations ne se limite plus au PIB. Elle se joue sur leur capacité à attirer et à retenir les talents. Et quand les flux humains changent de direction, les équilibres économiques peuvent suivre. Bien sûr, rien n'est figé.
Certains pensent que les États-Unis sauront s'adapter, comme ils l'ont toujours fait. D'autres estiment que le monde devient plus fragmenté, avec plusieurs pôles d'attraction. Mais au final, tout dépend aussi de vous. Selon vous, est-ce que l'Amérique incarne encore ce fameux rêve? Ou est-elle en train de devenir une option parmi d'autres dans un monde globalisé? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue. Et si ce type d'analyse sur l'économie, la géopolitique et les grandes tendances mondiales vous parle, pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Comme toujours, l'objectif ici n'est pas de critiquer un pays ou un autre, mais simplement de décrypter les grandes transformations de notre époque. Le monde change, et la vraie question, c'est où vont les gens? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la prochaine.